Si tu ne supportes pas que je couche avec tes amis, alors parle, ce sont de vrais hommes. À lâcher ma femme. Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Bruno. On dit que l'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, jusqu'à ce que l'on voit. Comment il vous traite lorsque vous êtes au plus bas. Pendant des années, j'ai cru connaître ma femme à la perfection. Jusqu'à ce qu'un désastre professionnel ne révèle qui elle était vraiment, sous la surface. Lorsqu'elle m'a dit que, si je ne pouvais pas supporter qu'elle couche avec mes amis, je ferais mieux de partir, j'ai réalisé que j'avais été marié à une étrangère, qui n'attendait que le bon moment, pour montrer son vrai visage. Victoria et moi, étions mariés depuis 9 ans, avant que tout ne s'effondre. Ces 9 années avaient été, en grande partie, paisibles et heureuses. Jusqu'à ce que le fond de ma vie professionnelle ne cède, et n'entraîne notre mariage dans sa chute. Pendant la majeure partie de ces années, j'avais considéré notre relation comme solide. Bâtie sur un respect mutuel, et sur des objectifs communs. Pour l'avenir que nous construisions ensemble. Je travaillais comme entrepreneur général indépendant. Spécialisé dans les rénovations résidentielles, et les projets de construction commerciale. Dans toute la zone métropolitaine. C'était un travail exigeant, qui nécessitait de gérer plusieurs projets simultanément. De se coordonner avec les sous-traitants et les fournisseurs. Et de maintenir de bonnes relations avec les clients, qui étaient souvent stressés par les délais. Et les budgets de construction. Mais c'était aussi un travail gratifiant, qui m'assurait un bon revenu. Et me permettait de construire quelque chose de tangible, avec mes mains et mes compétences. Victoria travaillait comme réceptionniste, dans une clinique médicale du centre-ville. Un emploi stable avec des horaires réguliers, et des avantages sociaux décents. Qui complétait mon emploi du temps d'entrepreneur, bien plus imprévisible. Son revenu régulier, bien que modeste, offrait des rentrées d'argent fiables. Pendant les inévitables périodes creuses, entre mes projets de construction. Tandis que mon potentiel de revenu plus élevé, lors des périodes d'affluence. Nous permettait d'économiser de l'argent, et de profiter d'un mode de vie confortable. Nous avions établi un bon rythme au fil des ans. Victoria gérant la plupart des finances de notre foyer, et la logistique quotidienne. Pendant que je me concentrais sur le développement, et le maintien de l'entreprise de construction. Qui fournissait la majorité de nos revenus. Elle était organisée, et soucieuse des détails, d'une manière qui complétait mon approche de la vie. Davantage axée sur les projets. Et j'avais toujours apprécié sa capacité à faire en sorte que notre vie domestique se déroule sans accroc. Pendant que je gérais les complexités du travail de construction. Notre vie sociale, au cours de ces années, s'était articulée autour d'un groupe d'amis. Que nous avions rencontrés grâce au travail, aux relations de voisinage, et à des intérêts communs. Beaucoup de ces amis étaient d'autres couples. Qui se trouvaient à des stades similaires de leur vie, et de leur carrière, fondant des familles. Et s'établissant professionnellement, tout en maintenant le genre de liens sociaux. Qui rendait la vie plus riche et plus agréable. Parmi nos amis les plus proches, se trouvaient plusieurs hommes. Qui avaient réussi dans divers domaines, la finance, la promotion immobilière, la gestion d'entreprise et qui avaient atteint le genre de stabilité financière. Qui permettait à leurs épouses de rester à la maison, ou de travailler à temps partiel. Tout en conservant un mode de vie haut de gamme. Ces couples vivaient dans de plus grandes maisons, prenaient des vacances coûteuses. Et profitaient généralement des fruits de la réussite professionnelle. Qui accompagnait les professions à haut revenu. Je n'avais jamais été particulièrement envieux de leur succès. Car j'étais fier de mon propre travail. Et satisfait de la vie que Victoria et moi avions construite ensemble. Mon entreprise de construction s'était développée de manière constante, au fil des ans, et même si je ne gagnais peut-être pas autant que mes amis qui travaillaient dans la finance. Ou dans de grandes entreprises, j'appréciais l'indépendance et la créativité. Qui découlait de la gestion de ma propre entreprise, et de la création de résultats tangibles. Par mon travail. Victoria avait parfois fait des commentaires sur le mode de vie et la situation financière de nos amis, remarquant leur belle maison,
leur voiture de sport, et leurs projets de vacances somptueux. Mais ces observations avaient semblé tenir davantage de la conversation informelle que de plaintes sérieuses concernant notre propre situation, et je ne les avais jamais interprétées comme des expressions d'insatisfaction vis-à-vis de notre vie commune. Tout cela a changé lorsque mon entreprise a rencontré un problème catastrophique qui a menacé non seulement mes revenus, mais aussi tout mon avenir professionnel et ma stabilité financière. La crise a commencé par ce qui aurait dû être un projet de rénovation commerciale, consistant à convertir un ancien entrepôt en bureau moderne pour une entreprise technologique en pleine croissance. Le projet avait commencé normalement, avec les permis appropriés, les plans approuvés et un contrat exhaustif qui détaillait l'étendue des travaux et le calendrier des paiements. Mon équipe avait bien avancé dans la rénovation lorsque nous avons découvert que les anciens propriétaires du bâtiment avaient omis de signaler des problèmes structurels importants qui affectaient les fondations et les murs porteurs. Ces problèmes structurels non divulgués impliquaient que les travaux de rénovation devaient être entièrement repensés, nécessitant de coûteuses consultations en ingénierie et d'importants travaux supplémentaires pour mettre le bâtiment aux normes de sécurité actuelles. L'entreprise technologique, qui m'avait engagé, a refusé de payer pour ces travaux supplémentaires, affirmant que j'aurais dû découvrir les problèmes lors de mon évaluation initiale et les inclure dans mon devis d'origine. Le conflit s'est rapidement aggravé lorsque l'entreprise technologique a non seulement refusé de payer les travaux supplémentaires, mais a également retenu le paiement pour les travaux qui avaient déjà été achevés. Ils ont affirmé que mon incapacité à identifier les problèmes structurels constituait une négligence professionnelle qui avait causé des retards et des coûts supplémentaires à leurs opérations commerciales. En l'espace de quelques semaines, ce qui avait commencé comme un simple désaccord sur les modifications de commandes et les travaux supplémentaires s'était transformé en un procès de grande ampleur. L'entreprise technologique me poursuivait pour rupture de contrat, négligence professionnelle et dommages et intérêts liés au retard de l'occupation de l'espace rénové. Il réclamait une indemnisation qui dépassait de loin la valeur totale de notre contrat initial. Dans le même temps, le litige juridique avait créé un effet domino qui menaçait mes autres relations d'affaires et mes projets en cours. La nouvelle du procès s'est répandue rapidement au sein de la communauté relativement petite d'entrepreneurs, de fournisseurs et de clients autour de laquelle j'avais bâti mon entreprise. D'autres clients sont devenus nerveux quant à ma capacité à terminer leurs projets. Et certains ont commencé à chercher des entrepreneurs de remplacement pour terminer les travaux que j'avais déjà commencés. Le coup le plus dévastateur est survenu lorsque ma société de cautionnement, qui fournissait l'assurance garantissant ma capacité à réaliser les travaux sous contrat, a décidé d'annuler ma couverture en raison du procès en cours. Sans cette caution, j'étais incapable de répondre à des appels d'offres pour de nouveaux projets commerciaux ou même de terminer certains des travaux résidentiels auxquels je m'étais déjà engagé. La combinaison du procès, des projets annulés et de la perte de ma couverture de cautionnement a créé un désastre financier qui menaçait tout ce que j'avais travaillé à construire au cours de mes années de mariage. J'étais confronté à une faillite potentielle, à la perte de mon entreprise et à des dettes qui pourraient prendre des années à rembourser, même si j'étais capable de trouver un emploi stable en travaillant pour quelqu'un d'autre. Lorsque j'ai expliqué la situation à Victoria, sa réaction a été immédiate et dévastatrice. Au lieu du soutien et de la solidarité que j'attendais de ma femme. Pendant la période la plus difficile de ma vie professionnelle, elle a répondu par toute autre chose, qui a révélé des aspects de son caractère que je n'avais jamais vus auparavant. L'attitude de Victoria a changé presque immédiatement après avoir appris l'étendue de nos problèmes financiers. La femme qui s'était montrée d'un grand soutien et compréhensive lorsque je faisais face à des défis professionnels normaux, est devenue critique et hostile lorsqu'elle a été confrontée à la réalité d'une grave difficulté financière. C'était comme si
elle avait joué un rôle pendant des années. Qu'elle ne se sentait plus obligée de maintenir, une fois notre mode de vie confortable menacé. Dans les mois qui ont suivi, alors que je luttais pour gérer le procès, tout en essayant de sauver ce qu'il restait de mon entreprise, Victoria et moi avons commencé à avoir des disputes liées à l'argent, qui ne ressemblaient à aucun des conflits que nous avions connus durant notre mariage. Il s'agissait de remises en question fondamentales, de ma valeur en tant que mari. Et que soutien de famille. Victoria s'est mise à me comparer, de manière défavorable, à nos amis, qui avaient conservé leur carrière fructueuse, et leur mode de vie confortable. Elle faisait des commentaires acerbes, sur la façon dont les autres maris étaient capables de prendre soin de leur famille, quels que soient les défis économiques. Sur la façon dont les vrais hommes trouvaient des moyens de maintenir leurs revenus, même pendant les périodes difficiles, et sur sa grande déception de voir que j'avais laissé notre situation financière se détériorer de façon si dramatique. Ces comparaisons étaient particulièrement douloureuses, car elles se concentraient sur des hommes qui n'avaient jamais été confrontés au genre d'échec commercial catastrophique auquel je faisais face. Il est facile de maintenir une stabilité financière lorsque l'on travaille pour des entreprises établies, avec des salaires fixes et des avantages sociaux, mais c'est beaucoup plus difficile lorsque votre entreprise indépendante fait face à des procès et à des défis sectoriels qui échappent largement à votre contrôle. Je détestais les comparaisons constantes avec nos amis, mais je gardais le contrôle de mes émotions. Car je comprenais que Victoria avait peur, et qu'elle était frustrée par notre changement de situation. Je me disais que ces mots durs étaient motivés par l'anxiété concernant notre avenir, plutôt que par un véritable mépris pour moi, en tant que personne, et en tant que mari. Mais, après quelques mois supplémentaires de difficultés financières, sans aucune résolution du procès, et sans aucune amélioration de nos perspectives commerciales, Victoria s'est montrée plus audacieuse, dans son manque de respect, et dans ses critiques. Elle a commencé à remettre ouvertement en question mes décisions, ma compétence, et mon engagement à subvenir aux besoins de notre famille. Elle me disait que, si je ne pouvais pas prendre soin d'elle, comme un mari le devrait, alors je n'avais rien à faire, à essayer de prendre des décisions concernant notre foyer ou notre relation. Cette attitude représentait un changement fondamental dans la façon dont Victoria percevait notre mariage, et mon rôle au sein de celui-ci. Elle avait apparemment décidé que ma valeur en tant que mari était entièrement liée à ma capacité à fournir une sécurité financière, et que mon incapacité temporaire à le faire signifiait qu'elle ne me devait plus le respect fondamental, ni la loyauté, en tant que partenaire. La situation a atteint un point de rupture, un mardi soir, lorsque je suis rentré à la maison. Après une journée frustrante de réunions avec des avocats, et des créanciers, pour trouver Victoria au téléphone, dans notre salon. Elle parlait d'un ton bas et intime, qui a immédiatement éveillé des soupçons sur la nature de la conversation, et sur l'identité de la personne, à qui elle parlait. Lorsque Victoria a remarqué que j'étais entré dans la pièce, elle a rapidement mis fin à l'appel, sans dire au revoir à son interlocuteur. Son comportement furtif, et sa tentative évidente de cacher la conversation, montraient clairement qu'elle discutait de quelque chose dont elle ne voulait pas que je sois au courant, avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas que j'identifie. J'ai immédiatement confronté Victoria à propos de cet appel téléphonique suspect, lui demandant à qui elle avait parlé et pourquoi elle avait mis fin à la conversation si brusquement, à mon retour. Sa première réponse a été évasive et sur la défensive, prétendant qu'elle parlait simplement à un ami, de questions personnelles qui ne me regardaient pas. Mais, lorsque je l'ai pressée pour obtenir des informations plus précises sur l'ami à qui elle avait parlé, et sur ce dont ils avaient discuté, qui nécessitait un tel secret, Victoria a explosé de colère, me disant que cela ne me regardait pas, de savoir à qui elle parlait. La révélation selon laquelle elle avait des conversations intimes avec quelqu'un qu'elle ne pouvait pas nommer et des conversations qu'elle ressentait le besoin de me cacher était profondément troublante. Et laissait supposer que, ce qui se passait, avait franchi les limites appropriées.
J'ai demandé directement à Victoria, quand cette série de conversations secrètes avait commencé. Sa réponse a été dure, insultante, et a révélé la profondeur du mépris qu'elle avait développé à mon égard, pendant nos mois de difficultés financières. Victoria m'a dit qu'elle avait parlé à son amie de l'échec que j'étais devenu en tant que mari et soutien de famille, partageant des détails sur nos problèmes financiers et sur mon incapacité à maintenir le mode de vie auquel elle s'estimait en droit de prétendre. En tant que femme mariée, elle a affirmé que son amie lui avait offert un soutien émotionnel et des conseils pratiques sur la façon de gérer le fait d'être marié à quelqu'un qui ne pouvait pas assumer ses responsabilités. La révélation que Victoria partageait des détails intimes de notre mariage et de nos problèmes financiers avec quelqu'un, me dépeignant comme un raté, tout en cherchant du réconfort et de la validation, probablement auprès d'un autre homme, était une trahison qui allait bien au-delà d'une simple discorde conjugale. Elle sapait activement notre mariage. J'ai dit à Victoria que, même si je pouvais être prêt à ignorer son traitement irrespectueux à mon égard, pendant nos difficultés financières, je ne tolérerais aucune forme d'infidélité, ou de relations inappropriées avec d'autres hommes. Je lui ai expliqué que, quels que soient les problèmes auxquels nous faisions face, dans notre mariage, ils devaient être résolus entre nous, et non par le biais de conversations avec des personnes extérieures, qui pourraient avoir leur propre motivation, pour encourager la discorde dans notre relation. La réponse de Victoria, à ma tentative d'établir des limites concernant ces relations, a été immédiate. Au lieu de reconnaître que ces conversations secrètes étaient inappropriées, ou d'accepter de se concentrer sur la reconstruction de notre relation, elle a aggravé le conflit d'une manière qui a rendu toute réconciliation impossible. Elle m'a demandé « Pourquoi t'énerves-tu, parce que j'ai parlé à un autre homme ?» Elle m'a demandé ce que je ferais si elle couchait maintenant avec n'importe lequel de mes amis. Je l'ai regardée, sous le choc. Elle m'a dit que, vu comment les choses tournent, si tu ne peux pas supporter que je couche avec tes amis, alors tu ferais mieux de partir. Elle a déclaré que mes amis étaient de vrais hommes qui savaient comment prendre soin de leur famille, quels que soient les défis auxquels ils étaient confrontés, contrairement à moi, qui avait permis à un revers professionnel de détruire notre sécurité financière et notre mode de vie. Les mots de Victoria étaient calculés pour causer le maximum de dommages émotionnels, attaquant non seulement ma situation actuelle, mais aussi mon identité fondamentale en tant qu'homme et en tant que mari. Elle me disait qu'elle m'avait comparé à d'autres hommes et qu'elle me trouvait tellement insuffisant qu'elle se sentait justifiée de poursuivre des relations avec des personnes qui répondaient à ses critères de réussite masculine et de stabilité financière. La manière désinvolte dont elle a mentionné le fait de coucher avec mes amis, comme si c'était une réponse raisonnable à des difficultés financières temporaires, révélait que Victoria considérait nos vœux de mariage et notre engagement comme conditionnés par ma capacité à maintenir un certain niveau de vie. Elle avait apparemment décidé que mes échecs professionnels la libéraient de toute obligation de rester fidèle ou de me soutenir pendant les périodes difficiles. Mais, au lieu de répondre avec colère ou désespoir, j'ai regardé Victoria et j'ai souri. Après des mois passés à essayer de sauver notre mariage, tout en gérant une crise professionnelle et financière, ces paroles m'avaient en fait apporté la clarté dont j'avais besoin pour avancer. Je lui ai dit simplement, comme tu voudras. Victoria a semblé surprise par mon acceptation calme de son ultimatum. Elle s'attendait apparemment à ce que je me batte davantage pour sauver notre mariage, que je la supplie, ou que je promette de résoudre rapidement nos problèmes financiers, d'une manière ou d'une autre, et de restaurer le mode de vie auquel elle estimait avoir droit. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée face à un mari qui avait finalement accepté que notre mariage était terminé, et qui était prêt à agir en conséquence. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'un silence inconfortable, chacun restant dans son coin, tout en vivant dans la même maison, et en assimilant la réalité selon laquelle notre mariage avait effectivement pris fin.
Victoria semblait attendre que je change d'avis. Et que j'essaie de négocier une sorte de réconciliation. Tandis que je prenais tranquillement mes dispositions pour officialiser la fin de notre relation. J'ai passé ces journées à consulter un avocat spécialisé en divorce et à entamer le processus de dissolution légale de notre mariage. Compte tenu de notre situation financière, le divorce serait compliqué. Par des questions de répartition des dettes et de partage des biens. Mais j'étais déterminé à mettre fin à notre mariage, aussi rapidement et équitablement que possible. Plutôt que de prolonger une relation qui était devenue toxique et insoutenable. Quelques semaines plus tard, Victoria a reçu les papiers du divorce. Et sa réaction a été une panique et une indignation immédiate. La femme qui m'avait dit de partir, si je ne pouvais pas supporter son infidélité, était soudainement choquée par la décision que j'avais prise. Elle m'a accusé d'être vindicatif, déraisonnable et cruel, pour avoir pris ces mots durs au sérieux, plutôt que de les reconnaître comme des expressions de frustration face à nos difficultés financières temporaires. Victoria a affirmé qu'elle avait dit ce qu'elle avait dit, par frustration et par colère. Face à notre changement de situation, et non parce qu'elle avait réellement l'intention d'avoir des liaisons, ou de mettre fin à notre mariage. Elle a soutenu que tous les couples traversaient des périodes difficiles. Et disait des choses qu'ils ne pensaient pas, et que j'étais injuste. En traitant son ultimatum comme une véritable expression de ses intentions. Plutôt que comme une explosion émotionnelle, pendant une période de stress. Mais la tentative de Victoria de minimiser ses propos et de les recadrer comme des expressions temporaires de frustration n'était pas convaincante. Car ils avaient été prononcés avec une cruauté et une précision calculée. Elle ne s'était pas contentée de menacer de partir ou d'exprimer une insatisfaction générale à l'égard de notre situation. Elle avait spécifiquement mentionné le fait de coucher avec mes amis. Et les avait qualifiés d'hommes supérieurs, qui étaient plus dignes de sa loyauté et de son affection. Le processus de divorce qui a suivi a été désordonné et litigieux. Victoria alternant entre des tentatives de réconciliation et des efforts pour se positionner comme la victime de mon comportement déraisonnable. Elle prétendait que j'abandonnais notre mariage pendant une crise temporaire. Plutôt que de travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels nous faisions face. L'avocat de Victoria a soutenu que ces mots durs avaient été prononcés sous la contrainte. Et qu'ils ne devaient pas être considérés comme une preuve de ses véritables intentions. Ou de son caractère. Ils ont affirmé que le stress financier, lié à l'échec de mon entreprise, avait créé une situation anormale, qui l'avait poussée à dire des choses qu'elle ne pensait pas. Et que ma décision de demander le divorce était une réaction excessive face à des circonstances temporaires. Mais la chronologie documentée du comportement de plus en plus irrespectueux de Victoria montrait un schéma clair qui allait bien au-delà d'une simple frustration temporaire face aux difficultés financières. La procédure de divorce a révélé qu'elle avait, systématiquement, sapé notre mariage. Tout en nouant des relations avec d'autres hommes. Qu'elle considérait comme des alternatives supérieures à son mari en difficulté. La procédure judiciaire a duré plusieurs mois, au cours desquels je devais, simultanément, faire face au procès en cours, lié à mon entreprise de construction. Gérer à la fois le divorce et le litige commercial exigeait d'énormes quantités de temps, d'énergie et d'argent que je pouvais à peine me permettre. Compte tenu de notre situation financière précaire. Ces mois ont été la période la plus dure de ma vie d'adulte. Alors que je combattais des défis juridiques, sur de multiples fronts. Tout en essayant de maintenir un semblant de vie normale et de stabilité émotionnelle. La combinaison de l'échec professionnel, des difficultés financières et de la dissolution conjugale a créé des niveaux de stress qui ont mis à l'épreuve chaque aspect de ma résilience psychologique et physique. Mais, environ 5 mois après que mon divorce a été finalisé, mon litige commercial a finalement été résolu, grâce à un règlement à l'amiable, qui m'a permis d'éviter la faillite et d'entamer le processus de reconstruction de ma vie professionnelle.
Le règlement n'était pas idéal. J'ai dû accepter beaucoup moins d'argent que ce que j'estimais m'être dû. Et j'ai dû accepter certaines restrictions concernant mes futures activités commerciales. Mais cela a permis de tourner la page et m'a permis d'aller de l'avant. Sans la menace constante d'une escalade des frais de justice et d'une potentielle ruine financière. La résolution du procès commercial n'a pas immédiatement restauré mes revenus, ni éliminé les dettes que j'avais accumulées pendant la bataille juridique. Mais elle a apporté la stabilité et la prévisibilité nécessaires pour commencer à planifier l'avenir. J'ai pu recommencer à prendre de petits projets de construction, reconstruisant lentement les relations professionnelles et la réputation qui avaient été endommagées lors des litiges juridiques. Les choses ne sont pas revenues immédiatement à la normale après la résolution des 2 affaires judiciaires. Reconstruire une entreprise de construction exige du temps, des performances constantes et une restauration progressive de la confiance des clients et des relations dans le secteur. J'ai dû repartir de zéro, avec de plus petits projets et des marges bénéficiaires plus faibles, tout en prouvant que je pouvais terminer les travaux à temps et en respectant le budget, malgré les défis auxquels j'avais été confronté. Mais je croyais que je me relèverais, que la combinaison de mes compétences, de mon expérience et de ma détermination me permettrait finalement de reconstruire non seulement mon entreprise, mais ma vie entière, sur des fondations qui seraient plus solides et plus authentiques que ce que j'avais perdu. L'expérience de tout perdre m'avait enseigné de précieuses leçons sur la résilience, le caractère et la différence entre les relations de complaisance et les véritables partenariats. Le divorce d'avec Victoria, aussi douloureux qu'il ait été, m'avait finalement libéré d'une relation avec quelqu'un qui considérait le mariage comme un accord conditionnel, basé sur la performance financière, plutôt que comme un partenariat entre égaux, qui se soutiennent mutuellement, à travers les succès comme les échecs. Sa volonté de me comparer défavorablement à d'autres hommes, et de menacer de me tromper lorsque notre situation devenait difficile, avait révélé des défauts de caractère qui auraient fini par détruire notre mariage, indépendamment de ma réussite professionnelle. En repensant à la transformation de Victoria, passant d'épouse d'un grand soutien à critique méprisante, pendant notre crise financière, je pouvais voir que sa véritable nature avait toujours été là, sous la surface, attendant simplement les bonnes circonstances pour se révéler. La femme qui avait semblé aimante et loyale, dans les bons moments, s'était rapidement révélée être quelqu'un dont la loyauté s'achetait avec la sécurité financière, plutôt qu'elle ne se gagnait par un amour et un engagement sincères. Son commentaire sur le fait que mes amis étaient de vrais hommes qui savaient prendre soin de leur famille avait été particulièrement révélateur, car il montrait comment elle mesurait la valeur masculine purement en termes de réussite financière, plutôt que par le caractère, l'intégrité ou l'engagement. Elle avait réduit les défis complexes du mariage et de la vie de couple à une simple équation, où les hommes n'avaient de la valeur que dans la mesure où ils pouvaient offrir un confort matériel et un statut social. Le règlement du divorce avait été relativement simple, compte tenu de nos actifs limités et de nos dettes importantes, mais il avait fourni la rupture nette nécessaire pour que nous puissions, tous les deux, aller de l'avant dans nos vies séparées. Aujourd'hui, je suis reconnaissant que Victoria ait montré son vrai visage pendant notre crise, plutôt que de continuer à cacher ses valeurs superficielles et sa loyauté conditionnelle derrière une façade d'engagement matrimonial. Ses mots durs et son ultimatum m'avaient forcé à confronter la réalité, selon laquelle notre mariage était bâti sur de fausses fondations, et que mes tentatives pour le sauver étaient finalement vouées à l'échec. La femme qui m'avait dit que, si je ne pouvais pas supporter qu'elle couche avec mes amis, je devais partir, m'avait rendu service en rendant le choix clair et simple. Parfois, les révélations les plus douloureuses sur les personnes que nous aimons sont aussi les plus libératrices, nous affranchissant de relations qui n'ont jamais été aussi fortes ou sincères que nous le pensions.
Lorsque Victoria a qualifié mes amis de « vrais hommes » qui savaient comment prendre soin de leur famille, elle a révélé qu'elle n'avait jamais compris à quoi ressemble la vraie force et le vrai caractère. Les vrais hommes n'abandonnent pas leur mariage lors de difficultés passagères. Et les vraies femmes ne partent pas à la recherche de remplaçants lorsque leurs partenaires font face à des défis qui requièrent de la loyauté et du soutien, plutôt que des critiques et des comparaisons. Les mois d'épreuves qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie, mais ils ont aussi été les plus riches en enseignements. J'avais appris que j'étais plus fort et plus résilient que je ne l'avais jamais imaginé. Et que je pouvais reconstruire, non seulement mon entreprise, mais toute ma vie. Sur la base de valeurs authentiques et de relations sincères. Plutôt que sur les fondations superficielles, qui avaient soutenu mon mariage avec Victoria. Me relever signifiait bien plus qu'un simple redressement financier. Ou qu'une réussite professionnelle. Cela signifiait construire une vie, basée sur une force réelle, un caractère réel, et un amour réel. Plutôt que sur les illusions, et les compromis. Qui avaient caractérisé ma première tentative de mariage. La trahison de Victoria avait été dévastatrice, mais elle avait aussi été le début de quelque chose de meilleur, et de plus authentique, que ce que j'avais perdu.